Attention, les extraits des séries que vous allez entendre peuvent heurter les plus sensibles d'entre vous. Car oui, même sans les images, ça peut choquer. Franck, je t'ai dit non. J'ai le droit de encore marier, non? Elle tient pas la route, votre histoire. Comment vous expliquez que les gens ne vous croient pas? On va reprendre depuis le début. Il m'a forcé. J'ai essayé de me débattre, mais je pouvais rien faire, il m'aurait démonté la gueule. Je suis à peu près sûre qu'un homme m'a violée. C'est quelque chose qu'elles ont gardé en elles toute leur vie. C'est un fardeau qu'elles devront porter. Elle a disparu pendant la nuit, un jour de janvier 2011, dans les environs de Pornic. Elle s'appelait Laetitia Perret. Son corps, découpé en morceaux, a été retrouvé quelques jours plus tard, son meurtrier, Tony Meillon, rapidement arrêté. Laetitia avait 18 ans, une courte vie rythmée par les violences, celle de son père biologique, celle de ce père de substitution dans une famille d'accueil pas si accueillante et celle de son meurtrier. Sur une plage, le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade a imaginé Laetitia, les cheveux ébouriffés par le vent et rêvant de liberté. Dans une série, il redonne vie à la jeune femme, inspirée par les mots d'Ivan Jablonka, auteur de Laetitia ou La fin des hommes, prix Médicis en 2016. Laetitia qui sourit, Laetitia qui rit et chante. Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. Bienvenue dans Sérieland. Sérieland, c'est le podcast qui vous raconte les séries par celles et ceux qui les aiment et les font. Je m'appelle Eva, je passe mes journées et une bonne partie de mes nuits devant mon écran. Des heures à regarder des séries devenues le miroir de notre société, un miroir dans lequel il est difficile de regarder parfois quand le sujet traité devient insupportable. Cette semaine, avec mon équipe de Sérivores, Clémence, Clément et notre voix, Patrick, et à l'occasion de la sortie de la série Laetitia, 6 épisodes diffusés sur France 2 les 21 et 28 septembre, on a choisi de se pencher sur les séries traitant des violences faites aux femmes. Un sujet d'actualité qui, depuis quelques semaines, résonne particulièrement en moi. Le visage de Laetitia, incarné par Marie Colomb, me entend depuis des jours et des nuits. J'ai voulu comprendre comment et pourquoi, surtout, Jean-Xavier de Lestrade avait voulu faire de cette histoire une série. Lui qui a débuté en réalisant des documentaires, récoltant notamment un Oscar pour Coupable idéal. Il est donc venu répondre à une partie de mes questions. Face à lui, j'ai choisi d'inviter Sandra Laugier, philosophe et férue de série. Ensemble, on a replongé dans les scénarios de Big Little Lies, diffusé actuellement sur TF1, de I May Destroy You ou encore de La Servante écarlate, en pensant à toutes ces femmes. Le mouvement MeToo est passé par là, des femmes se sont imposées en tant que productrices, réalisatrices, une nouvelle génération pour un nouveau regard sur ces sujets. Sérieland, épisode 3. Avant d'évoquer cette évolution dans la société et dont les séries se font l'écho, j'avais envie de savoir si une scène représentant des violences faites aux femmes avait particulièrement marqué Sandra Laugier et Jean-Xavier de Lestrade. La première image qui me vient, c'est parce que peut-être nous sommes dans une rédaction. C'est d'une série, c'est une série américaine qui s'appelle House of Cards. Dans la saison 1, il y a le personnage d'une journaliste. Et la manière dont elle est traitée à la fois dans son propre journal, dans la rédaction, par le rédacteur en chef, et aussi par les personnages politiques, on voit bien... on est très loin de Laetitia, mais le rapport de force, la manière dont les femmes qui sont un peu ambitieuses, intelligentes, brillantes, qui ont envie de réussir, et la manière dont les hommes essayent de garder le pouvoir, et garder le pouvoir sur elles, de pouvoir les contrôler et en faire quasiment des objets. Je crois que en tout cas, il n'y a pas une scène en particulier, mais dans la première saison de House of Cards, ce mécanisme-là est magnifiquement bien écrit et décrit. Et un destin très funeste au début de la saison 2 pour ce personnage. Et vous, Sandra Laugier, est-ce qu'il y a une scène dans une série qui vous a marqué ? Depuis toujours, je suis sensible à cette violence symbolique, verbale, qui a été toujours très bien mise en scène dans les séries américaines. Là, en voyant aussi Laetitia, puisque quand on voit une série, finalement, on a aussi des rapprochements intérieurs avec d'autres séries.
que j'avais vraiment à l'esprit. C'est une scène d'une série assez récente qui s'appelle Unbelievable. Sur Netflix. Une série de 2019 qui est aussi sur des violences, sur un viol. Et bien, l'avant-dernier épisode, on a le personnage de la jeune fille violée qui arrive tout d'un coup à prendre la parole et à dire ce qui s'est passé parce qu'elle se trouve avec une psychanalyste en fait, qui arrive à lui redonner confiance en elle. Oui, je vais juste raconter l'histoire en quelques mots. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est violée, dont la parole va être remise en doute face au manque de preuves pour trouver qui a pu faire ce crime. Et toute la série est sur l'acceptation de la parole de la victime et si on peut la croire ou pas. Oui, mais ça n'est possible que parce qu'elle-même, finalement, arrive à parler. Et donc, voilà, ce moment du déblocage de la parole, je trouve que c'est vraiment uniquement la télévision qui peut arriver en gros plan, en fait, à mettre ça en valeur. Et c'est très fort. Est-ce que vous pensez que ce sujet est traité différemment depuis 2017 et le mouvement MeToo ? Jean-Xavier de Lestrade ? Oui. Qu'est-ce qui a changé ? Presque tout a changé parce que, d'une certaine manière, on peut le traiter frontalement. C'est pas que ça n'avait jamais été traité. Si, c'était traité. Il y a toujours eu des fictions sur la violence faite aux femmes. Mais c'était presque toujours dans un deuxième plan. On avait des flics qui enquêtaient sur. Aujourd'hui, on peut le traiter de manière frontale. Et Unbelievable sur Netflix est remarquable de ce point de vue parce que d'un côté, on a deux enquêtrices et singulièrement, c'est parce que ce sont deux femmes qui enquêtent que l'enquête avance. Et de l'autre côté, on a le point de vue de cette jeune femme qui a été violée et dont la parole est remise en cause. Et ça, ce point de vue de cette jeune femme qu'on ne croit pas, ça c'est nouveau. Ça, on ne l'aurait pas traité de cette manière-là avant MeToo. Vous êtes d'accord, Sandra Laugier ? Je suis vraiment d'accord. Je crois que ce qui a changé, c'est en effet de prendre en compte cette espèce de mépris et de déni de la parole des femmes. Et ça, c'est MeToo qui l'a permis, puisque MeToo a dit qu'il fallait écouter les femmes. Et je crois que ce qui a changé, et c'est vrai pour Unbelievable comme pour Laetitia, là, c'est vraiment aussi dans la façon de filmer, c'est-à-dire d'éviter de filmer de façon complaisante, en fait, des images de viol, parce que souvent, on en avait dans des séries policières, des films aussi, mais chaque fois, il y a vraiment une gêne, en fait, à représenter ça. C'est ce qu'on appelle le rape porn. Cela mérite quand même une petite précision. Par rape porn, il faut entendre un genre pornographique banalisant le viol. On a pu voir aussi cette représentation violente dans des films et des séries. Les séries dont on parle là ont absolument évité ça et c'est très, très difficile. Je crois que c'est ça aussi vraiment un acquis de MeToo parce que c'est vraiment depuis en fait qu'on fait attention à ça. Alors d'ailleurs, dans Laetitia, Jean-Xavier de Lestrade, il y a une scène qui est très forte et qui est particulièrement difficile, qui est le viol de la mère de Laetitia par son mari. Est-ce que vous auriez pu parler de viol conjugal, je dirais il y a même 5-6 ans de ça, et le représenter de cette façon-là ? Je ne sais pas, je n'ai pas essayé, donc je n'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas, là, en l'occurrence, pour moi, c'était une scène absolument essentielle, puisqu'elle est fondatrice de la violence qui ensuite s'abat sur Laetitia et Jessica. Donc, il fallait montrer ça, et c'est vrai que il y a le parti pris de le montrer assez frontalement. Et surtout, moi, ce qui me semblait le plus important dans cette scène, il y a évidemment un acte de violence, mais c'est surtout filmer la mère qui refuse, qui dit non, clairement. Montrer, bien établir que dans un couple, quand quelqu'un dit non, c'est non. Et que si on franchit cette limite, c'est un viol. Le non-consentement et le consentement existent aussi. Et là, dans clairement, le couple. dans la séquence, elle dit plusieurs fois non, 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 non. Et donc, c'est clairement un viol. On va rebondir sur cette histoire de non. On a pu voir dans certaines séries parfois une esthétisation du viol ou en tout cas une banalisation de l'acte. Et je pense notamment à Game of Thrones et je voudrais vous faire écouter un extrait.
Jamie, no, babe, please. Please. Stop it. Stop it. No. Stop it. Stop. Pas besoin de vous traduire ce que vous venez d'entendre. En tout cas, vous venez d'entendre un extrait d'une scène au cours de laquelle Cersei est violée par Jaime devant le caveau de leur fils. Sandra Laugier, quel regard vous portez sur ce genre de scène et sur cette représentation de la violence faite aux femmes? Alors, je crois que Game of Thrones a été vraiment très critiqué pour justement cette esthétisation et effectivement ce côté un peu spectaculaire du viol, là en plus avec cette dimension d'inceste. Donc, je crois qu'il y a eu vraiment une réflexion aussi, que ça s'est amélioré. Je crois que c'est des scènes qui sont quand même extrêmement pénibles et punies dans la narration. Donc, moi-même, j'ai été moins choquée par ces scènes que par d'autres scènes de viol dans d'autres séries. Je pense que c'est aussi une série qui a utilisé vraiment l'impact qu'elle avait extrêmement large et dans toutes les générations pour faire passer des messages, pour mettre en évidence vraiment aussi l'empowerment des femmes. Donc, pour moi, je suis moins choquée que beaucoup de militantes féministes l'ont été, à juste titre aussi, par ces scènes. Est-ce que de filmer ces scènes de violence, quelque part, c'est pas aussi filmer des femmes fortes? Parce qu'on voit de plus en plus dans les séries des femmes qui se révoltent, qui refusent ces actes, qui ont décidé de s'en sortir, qui portent plainte, ce qu'on voyait pas forcément dans les séries auparavant. Est-ce que c'est ça aussi qui a changé avec MeToo, Jean-Xavier de Lestrade? Oui, en tout cas, ce qui a changé, c'est, puisqu'il s'agit de la parole des femmes, et de prendre en compte la parole des femmes, et qu'on s'est aperçu qu'il y avait une majorité silencieuse qui avait quelque chose à dire, précisément. Et ça a aussi amené une vraie réflexion sur cette représentation de ce type de violence et comment filmer une scène de viol. Doit-on continuer à les filmer, à les montrer? Première question. Et si on décide que oui, comment les filmer? C'est aussi une question de point de vue. Si on se place dans le point de vue de l'agresseur, c'est souvent ce qui a été montré jusqu'à il y a très récemment. Point de vue masculin. Point de vue masculin. Parce que dans le métier de metteur en scène, de réalisateur, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et donc, ça a souvent été réalisé par des hommes. Et c'est vrai que ces hommes-là se sont très peu interrogés sur le point de vue des femmes au moment de filmer. Et donc, on n'est presque pas loin d'une forme de voyeurisme, où on rejoue la scène de viol et qui est parfois est là simplement pour provoquer une forme de jouissance à tous les hommes qui regardent ça, quoi. Et donc, c'est ça qui est remis en cause. Et c'est ça qui est interrogé. Et aujourd'hui, on sait que si on doit représenter une scène de violence envers les femmes, il faut vraiment s'interroger sur le point de vue. Il faut vraiment basculer aussi dans le point de vue de celle qui est victime. Et on s'aperçoit qu'elle n'est pas si victime que ça, au sens où, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, le fait de se révolter, le fait de dire non, le fait de montrer du courage, ce n'est pas juste une victime. C'est quelqu'un qui, souvent, résiste aussi. Et d'ailleurs, une scène m'a marquée dans une série dont je pense vous avez tous entendu parler, qui s'appelle La Servante écarlate, The Handmaid's Tale. Nous sommes au tout début de l'épisode 2 de la première saison. On entend la voix du personnage principal, de Fred, qui chantonne. Bleu. Je le laisse m'absorber. Blue Moon. Rhapsody in Blue. Tangled Up in Blue. Blue Oyster Cult. Blue Monday. Notre voiture était de cette couleur. On l'avait trouvée via une petite annonce en ligne. Elle sentait le sirop d'érable. Luc disait que ça venait d'une fuite du radiateur, que ça devait être mauvais pour les enfants. Une fois réparée, l'odeur me manquait. À Anna aussi. Elle disait que ça sentait les samedis. La personnage en question, donc de Fred, regarde le plafond et nous avec, et chaque détail apparaît, notamment les détails d'un chandelier, et puis son visage à peine souriant, très serein,
Le plan se dessert et on la découvre sur un lit. Elle est maintenue par une autre femme et un homme est en train de la violer. La violence de la scène, elle tient beaucoup sur ce contraste entre la sérénité qui est dégagée par le personnage et l'acte horrible qu'elle subit. Est-ce que c'est ça aussi, d'avoir un point de vue féminin dans une série, Sandra Laugier? C'est ça qui a changé? C'est une scène qu'on n'aurait pas pu voir il y a quelques années? Oui, je pense qu'il y a vraiment cette capacité de prendre le point de vue d'une femme. On a ça dans Laetitia aussi, pas seulement dans la première scène, mais finalement dans toutes les scènes de violence envers Laetitia ou Jessica. C'est vraiment centré sur elles et leur refus, en fait, l'expression du refus. Et donc, cette façon de redonner la parole aux femmes, je crois que c'est très, très clair. Alors, dans The Handmaid's Tale, c'est d'autant plus frappant qu'on est dans un dispositif d'abord qui est entièrement de domination masculine, donc vraiment le patriarcat tel qu'il existe dans la réalité, mais vraiment devenu extrême, mais aussi avec la participation, la contribution de femmes dominantes dans ce système. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être moins osé mettre en évidence dans des séries autrefois. La participation de certaines femmes, en fait, à cette domination masculine et à cette violence. À propos de La Servante écarlate, le moment est venu de faire un petit interlude coulisses fort à propos avec Clémence Olivier, avant de reprendre la discussion et de s'interroger sur le rôle des femmes productrices dans la représentation des violences. Mais vous, là, vous aimez bien vous vanter de tout savoir sur les séries. Alors écoutez bien ce qui va suivre. Quand j'ai appris que le thème de l'épisode était les violences faites aux femmes, j'ai tout de suite pensé à une série qui m'avait à la fois glacée et complètement séduite en 2017. Cette série, c'est The Handmaid's Tale, ou en français donc, La Servante écarlate. La fiction nous transporte dans un futur proche effrayant. Les États-Unis sont devenus la République de Gilead, un régime dirigé par des fanatiques religieux, et les femmes y sont plus que malmenées. Elles n'ont plus le droit de lire, d'écrire, de travailler. Surtout, les rares qui sont encore fertiles sont attribuées à des familles de dirigeants du régime et sont violées dans un but unique, leur offrir une progéniture. Ce sont ces femmes, que l'on reconnaît à leur robe rouge et leur coiffe blanche, que l'on appelle servantes écarlates. Bref, c'est terrifiant. On pourrait se rassurer en se disant que ça n'arriverait jamais, sauf que tout est vrai. Dans The Handmaid's Tale, aucune des violences faites aux femmes n'a été inventée. Les tortures, les sévices psychologiques et physiques subis par les protagonistes dans la saison 1 s'inspirent dans la grande majorité d'horreurs commises dans l'histoire. C'est ce qu'explique Margaret Atwood, l'autrice du roman dont s'inspire la série. Elle se confie dans un document diffusé récemment sur Arte. Margaret Atwood, La force de la parole. J'ai voulu mettre en place cette règle pour que personne ne puisse dire que j'avais l'esprit tordu et que j'avais inventé toutes ces horreurs. Je n'ai rien inventé. Ne pas choquer pour choquer, dévoiler la folie du monde. C'est une bonne idée, c'est vrai, mais vous pourriez me dire que l'histoire, la grande histoire, regorge d'horreur, qu'il n'y a qu'à se pencher. Pourtant, ce qui est particulièrement intéressant dans La Servante écarlate, c'est que les horreurs décrites se sont passées il n'y a pas si longtemps. La plupart se sont produites au XXe siècle. C'est le cas des pratiques d'une secte, People of Hope, dont s'inspire le roman de Margaret Atwood. Au milieu des années 80, cette communauté catholique fondamentaliste pratique un vrai lavage de cerveau sur ses disciples. Les membres soumettent les femmes, les dissuadent d'avoir des contacts avec des personnes extérieures à la secte, arrangent les mariages, et les femmes des coordinateurs sont même appelées des servantes. Une chaise, une table, une lampe, une fenêtre avec des rideaux blancs. La vitre est en verre incassable, mais ce n'est pas pour m'empêcher de m'enfuir. Une servante n'irait pas loin. Ils craignent ces autres évasions, celles que l'on peut ouvrir en soi-même si l'on dispose d'un objet tranchant. Margaret Atwood pioche aussi du côté de l'Allemagne nazie et de la politique de Ceausescu en Roumanie. Le dictateur avait rendu les avortements et toute forme de contraception illégales. Mais ce n'est pas tout. En Roumanie, Ceausescu avait exigé que chaque femme ait 4 enfants. Il leur distribuait des tests de grossesse tous les mois. Et si elle n'était pas enceinte, elle devait se justifier.
Et donc, les familles donnaient naissance à des enfants dont elles ne pouvaient pas s'occuper et qui partaient en orphelinat. Plus de 30 ans après la sortie du roman, Bruce Miller, le créateur de la série The Handmaid's Tale, s'est fait lui aussi le gardien de ce principe, n'inventer aucune des violences mises en scène à l'écran, et il y en a beaucoup. Il a sûrement eu raison, car ce lien étroit avec la réalité, c'est ce qui a contribué au succès de la série. Elle a inspiré les femmes du monde entier. Moi, elle m'a rappelé que rien n'était jamais acquis. Et désormais, lorsqu'il s'agit de défendre leurs droits, c'est avec robe rouge et coiffe blanche que certaines femmes ont choisi de défiler. Maintenant que vous avez envie de regarder cette série, on va quand même vous dire où vous pouvez la trouver. La Servante écarlate, c'est une série en 3 saisons, 36 épisodes. La saison 3 est à voir sur MyTF1 et l'intégralité de la fiction est disponible sur OCS et sur Amazon Prime Video. On voit aussi une nouvelle génération de réalisateurs et réalisatrices, de comédiens et comédiennes qui débarquent depuis quelques années. Je pense à la série notamment I May Destroy You, qui est disponible sur OCS, 12 épisodes de 28 minutes qui sont portés par sa créatrice, une jeune auteure et actrice, Michaela Coel, qui est absolument lumineuse dans cette fiction autobiographique dans laquelle elle raconte son viol après avoir été droguée au GHB. I just wanted to know, how did last night end? Got this thing in my head of like this guy. Bella ne se souvient pas de la soirée, il y a simplement une blessure à sa tête et son téléphone qui est brisé qui lui laisse penser qu'il s'est passé quelque chose. Donc il y a des flashbacks qui vont confirmer ce pressentiment. Elle porte rapidement plainte pour viol. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est que l'héroïne ne cache pas son goût pour l'alcool, les drogues, les fêtes, les plans sexe, mais sa vie dissolue ne justifie en rien qu'elle soit violée. Pas question de céder à ce truc de « tu le méritais ». C'est aussi ça qu'on ressent dans les séries actuelles, où il est question des violences faites aux femmes. Oui, bien entendu. Ce qui est constant dans ces séries, je pense à Unbelievable, Laetitia, c'est vraiment l'idée que ce discours même est insupportable et qu'il n'y a jamais de raison, il n'y a jamais aucune justification. Et je crois que ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment le point de vue moral en fait, qu'on va avoir dans ces séries, qui va en effet jamais juger ces personnes, et même d'ailleurs, même rarement juger les personnages, mais juger des actes, juger du moralisme insupportable, justement, juger les gens qui aussi vont fragiliser en fait ces personnages petit à petit. Et je crois que c'est vraiment ça en fait qui est mis en évidence, beaucoup plus que des questions de culpabilité, c'est vraiment des questions de vulnérabilité en fait. Vraiment, comment est-ce qu'un itinéraire va rendre quelqu'un fragile, vulnérable, avec l'itinéraire de Laetitia et Jessica, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que toutes ces étapes, en fait, diverses de la violence, vont petit à petit, en fait, les fragiliser, les mettre un peu à la merci. Et c'est extraordinaire, du coup, de voir aussi ceux qui résistent encore chez elle, dans cet itinéraire de destruction. Ce que vous démontrez tout au long de la fiction de Laetitia dont on parle depuis le début, vous avez toujours été intéressé par ces questions de violence dans la société, dans vos documentaires, Jean-Xavier de Lestrade, mais aussi dans vos fictions. Est-ce que votre point de vue en tant qu'homme réalisateur a changé depuis MeToo ? Est-ce que vous avez l'impression que vous filmez autrement et que vous vous posez des questions que vous ne vous posez pas auparavant ? Sincèrement, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ces questionnements, enfin ces questions, c'est quelque chose qui me traverse depuis très longtemps. Pour moi, c'est pas nouveau. J'avais consacré un documentaire aux délinquants sexuels. J'avais fait ça en 1994. Et ce film n'a jamais été diffusé à la télévision. C'est la première fois qu'on voyait frontalement des hommes qui avaient violé, qui avaient agressé plusieurs séries de femmes. Et j'avais essayé de décrypter leurs paroles, d'essayer de comprendre leur parcours. Qu'est-ce qu'ils amenaient là ? Et aussi, c'est un message très fort pour montrer que la prison n'avait aucune prise et que si on ne s'occupait pas d'eux autrement que de les enfermer, ça ne servait absolument à rien. C'est il y a 25 ans de ça. Donc c'est quand même la parole des femmes, le point de vue des femmes,
c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir travaillé depuis très longtemps. Et on peut le voir aujourd'hui, ce documentaire Viol et Châtiment, ou pas du tout? Non, on ne peut pas le voir. On peut pas le voir. Il y a comme ça des films peut-être maudits. Je l'ai réalisé au sein d'une société de production qui a fait faillite et les masters ont été mis dans un box, en banlieue parisienne. Et aujourd'hui, plus personne n'a la clé, j'ai l'impression. Donc, voilà. Le reste, rassurez-nous, le reste de votre œuvre, on peut les voir, oui. Les autres documentaires. Sandra Laugier, vous avez vu les 6 épisodes de Laetitia, réalisés par Jean-Xavier de Lestrade. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué particulièrement? C'est difficile, il y a beaucoup de scènes, de scènes extrêmement fortes. En réalité, pour poursuivre sur ce qu'on vient de dire, et évidemment, je vais parler d'une scène en fait qui n'est pas une scène qui porte sur l'histoire de Laetitia. Une scène dans la description de l'itinéraire du tueur de Meillon. Je ne sais pas pourquoi, cette scène va vraiment marquer parce que c'est un moment où on voit comment un petit garçon, il a été chassé de chez lui par sa propre mère. Il va dans une espèce d'internat, il s'évade, il revient chez lui, les pieds en sang. Et sa mère le rejette et lui interdit d'entrer. Et je trouve que c'est une scène admirable parce que on voit que la violence, en fait, exercée par cette mère, cette scène, vaut toutes les violences, en fait, dans les faits que ça fait, qui sont évoquées ou décrites dans la série. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble, en fait, de violences qui vont créer, en fait, cette société où ces choses peuvent arriver. Et surtout, là, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune justification. Et c'est vrai que j'ai été très saisie par quelque chose que vous avez dit une fois, Jean-Xavier de Lestrade. Vous disiez que finalement, vous n'alliez jamais juger, porter de jugement moral sur les personnages. Et c'est vrai, même sur ce personnage-là qui est terrifiant, absolument horrible. D'ailleurs, l'acteur est vraiment incroyable. Et justement, c'est parce que ces personnages sont incarnés par des acteurs qui sont là, qui ont toute cette épaisseur, qui font que, effectivement, on n'est pas, nous, en position de les juger. On va le citer, Noam Morgenstern de la Comédie Française. Tous les comédiens sont formidables d'ailleurs dans Laetitia. Bien évidemment, notamment Sophie Breyer et Marie Colomb qui jouent respectivement Jessica et Laetitia, les jumelles qui sont au cœur de cette série. On a vu beaucoup de productrices et de réalisatrices femmes arriver aussi dans ce milieu des séries. Je pense notamment à Reese Witherspoon et Nicole Kidman qui ont été les premières à rejoindre la distribution de Big Little Lies, que vous pouvez voir actuellement sur TF1, qui ont accepté d'être même productrices de la saison 2. Je vous propose d'écouter un extrait. La plupart du temps, ça se termine sur l'oreiller. Vraiment? Oui. Ça commence dans la colère. Mais... bref, c'est compliqué. Il m'arrive de penser qu'il aime se disputer parce que ça mène au sexe. Quelque part, je dois aimer ça aussi. Mais ça arrive tous les combien? Ça arrive de temps en temps. Ce que tu me racontes, ça a l'air un peu tordu. Mais très excitant à la fois. Vous avez vu cette série, Jean-Xavier de Lestrade? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de Big Little Lies? En tout cas, la saison 1, parce qu'il y a 2 saisons et je pense qu'il faut quand même distinguer la 1 de la 2, clairement. J'ai trouvé ça absolument formidable. Vraiment formidable, vous l'avez cité, mais c'est vrai que ce sont quand même Reese Witherspoon qui avait pris les droits du livre. C'est elle qui est à l'initiative. De Liane Moriarty, oui. Ce sont des femmes qui sont à l'initiative de la série et qui sont productrices et donc qui ont le contrôle de la créativité. Et c'est finalement assez rare. De plus en plus, heureusement d'ailleurs. Mais là, on est dans une configuration assez rare et donc on sent aussi qu'il y a une forme de vraie liberté, il y a un ton assez nouveau, même si le réalisateur Jean-Marc Vallée est un homme, mais elles ont gardé le contrôle jusqu'au bout. Et ce qui est très fort dans cette série, c'est qu'au fond, de quoi parle-t-on? On parle quand même de l'abus, de violence,
d'un mari qui est violent envers sa femme et de violence physique très forte. Et au fond, comment la société autour fait en sorte de ne pas voir tout ça, d'être aveugle, d'être dans le déni, comme voilà, on vit ça tout quotidiennement quasiment. Dans une société huppée en plus, Oui, où on plus, sent qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent, alors on s'occupe beaucoup, tout est reporté quand même sur l'attention sur les enfants. Et là, finalement, à un moment donné, ce sont un groupe de femmes qui va décider de défendre l'une des leurs et passer à l'acte. Et c'est extrêmement jouissif. Sandra Laugier ? Oui, je voulais juste ajouter que c'est en effet ce qui est la force dans cette série, c'est cette solidarité des femmes et le fait que aussi depuis une décennie, ce thème-là de l'amitié féminine, parce que l'amitié masculine, c'est le grand thème du cinéma, il n'y a que ça, les histoires d'amour aussi, les histoires aussi de lesbiennes, voilà, mais l'amitié en fait, et l'amitié comme force, comme ressource, c'est quelque chose qui est très, très, très fort dans cette série. Et c'est vraiment par solidarité qu'elle se venge, en fait, du violeur. Et c'est vrai que c'est ce qui faiblit un peu dans la seconde saison, c'est le fait qu'après, elles vont culpabiliser, qu'il va falloir, voilà, ça va pas, elles n'auraient pas dû le faire. Donc, il y a un côté moralisateur qu'il n'y a pas du tout dans cette première saison. Et dans Laetitia, justement, c'est vraiment aussi ces liens entre justement Jessica et ses amies, hein, aussi. Laetitia, ce groupe de jeunes filles qui sont elles toutes dans des situations très difficiles et qui arrivent en fait à vraiment se donner une force mutuelle. Hein. Et c'est vrai que cette scène, je sais que je devais en mentionner qu'une, mais cette scène où elles chantent tout ensemble aussi, une scène très très joyeuse. Hein. Laetitia, ça veut dire la joie aussi, mais et où finalement elles arrivent à trouver une voie, à s'en sortir ensemble. Je crois que c'est très important aussi dans cette série. C'est un très joli pont entre les deux séries, entre Laetitia et Big Little Lies. Dans Série-Land, on ose tout. On a même décidé de créer notre propre algorithme pour vous conseiller les séries qui pourraient vous plaire en fonction de ce que vous avez déjà regardé. Alors, toutes les plateformes le font, aucune raison de s'en priver. Sauf que dans Série-Land, notre algorithme n'a rien d'un robot. Il s'appelle Clément Le Saffre et il vous a déniché une fiction à ne pas manquer. Série-Land vous recommande. Si vous avez aimé Big Little Lies, vous aimerez sans doute Sharp Objects, une autre série HBO sortie dans la foulée en 2018. Deux séries différentes sur le fond, mais avec beaucoup de points communs sur la forme, notamment parce que le réalisateur est le même, c'est le Canadien Jean-Marc Vallée. Il a vraiment imprimé sa patte sur Big Little Lies et donc sur Sharp Objects. Mais commençons peut-être par l'histoire. On y suit Camille Pricker, une journaliste à Saint-Louis dans le Missouri. Célibataire et alcoolique, elle est au fond du trou quand son rédacteur en chef lui demande d'aller couvrir le meurtre d'une petite fille à Wind Gap. Alors il ne la choisit pas au hasard. Wind Gap, c'est la ville natale de Camille. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'en garde pas un très bon souvenir. C'est petit. Il y a 2000 habitants depuis des années. Le seul secteur d'activité, c'est l'industrie porcine. Il y a deux catégories de gens. Les vieilles familles fortunées et les fins de race. Tu te situes où ? Fin de race. Fortuné. Dis-moi Camille, ta mère vit toujours là-bas ? Ma mère. Oui. Et mon beau-père, ils ont eu une fille. Je la connais pas vraiment. Mais tu leur parles ? Pas si je peux éviter. Tiens-toi un peu au courant, bordel. Il y a eu un meurtre là-bas en août. Une petite fille s'est fait étrangler. Je savais pas. J'imagine que tu sais pas non plus qu'il y en a une autre qui a disparu. Non. Ça pourrait être un serial killer. Alors, bouge ton cul jusqu'à ce trou et ponds-moi une histoire, là, tout de suite. Voilà, le décor est en place. Au fond, si Camille n'a pas envie de revenir à Wind Gap, c'est parce qu'elle a coupé les ponts avec sa mère, une notable très stricte, très attachée à son image. Pour son plus grand déplaisir, Camille retrouve donc la maison familiale avec sa mère, son beau-père et sa demi-sœur bien plus jeune qu'elle. Et donc Camille, cette journaliste, va enquêter. Pas qu'elle en ait vraiment envie, mais son rédacteur en chef la pousse à fouiller. Et entre le chef de la police locale, débordé par les événements, et un agent du FBI confronté à l'hostilité des habitants, bien l'enquête officielle patine. Camille va donc poser des questions, recueillir des témoignages, quitte à troubler la quiétude de cette petite ville. Et là, on retrouve un élément central de Big Little Lies, la notion de communauté. Wind Gap, c'est une petite ville, tout le monde se connaît, tout le monde assez secret aussi. Ça se fait des grands sourires quand ça se croise dans la rue en face le matin, et dès que le dos est tourné, ça se lance des critiques acerbes. Et ce remue-ménage, eh bien, tout le monde ne va pas le supporter, à commencer par
la mère de Camille. Tu étais saoul chez les Keane. C'est pas vrai. Et même si je l'avais été, tout le monde est sous à Windgap. Camille. Non. Ah, ma pète les plombs. Et toi, tu me fais la morale sur l'alcool. Camille. T'es incroyable. Tu trouves toujours le moyen de quoi? Camille. Quoi? Camille. Quoi? J'aimerais simplement que tout se passe bien pour nous. Mais peut-être que je m'y prends mal. Et les engueulades comme ça, assez fortes, c'était déjà aussi un marqueur de la mise en scène de Big Little Lies. Ces non-dits qui ressurgissent et se transforment en explosion de colère. Ça fait partie des éléments qu'on retrouve donc dans Sharp Objects, la patte, encore une fois, de Jean-Marc Vallée, comme de longs trajets en voiture qui invitent les personnages à la réflexion, des silences qui en disent long, ou encore des scènes du passé et du présent qui s'entremêlent à travers des flashbacks. C'est la même réalisation un peu racée avec des dialogues riches, tranchants, le tout mettant là aussi en valeur des personnages de femmes très bien écrits. Ici, c'est en plus servi par 2 actrices de grand talent, Amy Adams qui joue Camille et Patricia Clarkson qui interprète sa mère. C'est une sacrée confrontation à l'écran. Sharp Objects se distingue quand même de Big Little Lies, déjà par son volet policier, puisque ça reste avant tout une enquête. Globalement, l'ambiance est aussi plus pesante, on ressent toute la torpeur et la moiteur du sud des États-Unis. Au fond, la série emprunte beaucoup à Big Little Lies, mais aussi pas mal à la première saison de True Detective, 2 très belles références en matière de série. Sharp Objects, c'est à découvrir sur OCS, il y a 8 épisodes d'1 heure. C'était Clément Le Saffre, agent conseil de Seriland. Merci infiniment à Sandra Laugier et Jean-Xavier Delestrade. Je vous conseille la lecture du livre de Sandra Laugier, Nos vies en série, publié chez Climat. Et je vous conseille aussi la série de Jean-Xavier Delestrade, Laetitia, qui sera diffusée sur France 2 les 21 et 28 septembre à 21h05. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'existence du numéro d'aide aux femmes victimes de violences. Il s'agit du 3919. Et comme chaque semaine, je vous propose de terminer cet épisode avec une réplique entendue dans une série. Petite réflexion philosophique de Blair dans Gossip Girl. J'aurais jamais cru qu'on pouvait se faire du mal en s'aimant trop, mais peut-être que si. Dans le prochain épisode de Seriland, vous pourrez entendre notre grand entretien avec Jean-Xavier Delestrade. Il reviendra sur la fabrication de sa série Laetitia et sur son métier de réalisateur. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par ma fée Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et Xavier Joly, et concocté en coulisses et en plateau par Clémence Olivier et Clément Le Saffre, que je remercie. Si cet épisode vous a plu, écoutez le suivant qui arrive très vite, mais surtout parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, de vos séries préférées, partagez avec nous votre enthousiasme, notamment sur notre groupe Facebook. Mais attention, dans Seriland, il y a une règle, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.